Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette première capsule vidéo du séminaire d'introduction à la démarche scientifique. Alors c'est la première capsule vidéo, je parle de première capsule mais en réalité c'est la capsule 2 qui contient le chapitre 2. Je dis ça parce que en fait on sous-entend que le chapitre 1 entre guillemets a déjà été donné lors de la première séance sur Zoom que vous avez eue avec votre assistant ou votre assistante. Vous aurez 4 vidéos à regarder durant tout le semestre, ça c'est la première, celle que vous êtes en train de regarder, et ces 4 vidéos en fait vont servir à enseigner la matière, c'est-à-dire le contenu qui est à donner, qui est à transmettre dans ce séminaire. Et en parallèle, vous allez avoir des séances sur Zoom avec votre assistant qui seront des séances certainement plus interactives, que ce soit pour faire des exercices, des rappels, poser des questions, et sûrement en deuxième partie de semestre, ce sera pas mal utilisé pour les entretiens avec les groupes de travaux écrits, puisque le but du séminaire, c'est de vous enseigner pas mal de choses. Ce sera fait par l'intermédiaire des capsules vidéo. Mais il y a aussi une volonté de suivi, d'encadrement dans un travail de recherche. On ne va pas vous abandonner, on va vous aider tout au long de la rédaction de ce travail écrit. Alors, l'avantage de cette manière de faire, c'est que le contenu sera toujours disponible une fois qu'il est publié, bien sûr. Et vous pourrez profiter aussi des séances pour apprendre de manière plus concrète. Ça, je vous l'ai déjà dit, ce sera effectivement peut-être utilisé pour des exercices, pour des heures de réception, éventuellement, en tout cas les discussions possibles et imaginables avec la personne qui est en charge de votre groupe de séminaire. Mais revenons maintenant aux vidéos. Justement, je vous parlais des chapitres 2, 3, 4 et 5. Ce sera effectivement les 4 vidéos que vous allez voir durant ce semestre et qui contiendront la matière, comme je le disais. Le séminaire a pour objectif de vous familiariser avec les grandes étapes, plutôt les grandes étapes de la rédaction d'un travail scientifique. Pourquoi est-ce que je parle d'un travail scientifique? Alors on va essayer de vous faire une sorte de travail scientifique, en tout cas un projet de recherche, et on va tenter de vous inculquer, on va tenter de vous faire comprendre qu'il y a bien une manière de faire. Un travail scientifique, on ne le lance pas comme ça, on ne se met pas à écrire comme ça naturellement sur une feuille de papier. Il faut respecter certains codes, certaines grandes étapes, et ça c'est pareil pour tous les travaux scientifiques. Les grandes étapes que vous allez voir dans ces vidéos, c'est des étapes qu'on retrouve quasi systématiquement dans tous les travaux de recherche. Donc c'est plutôt bien de les apprendre, surtout que vous êtes dans un cursus qui peut être axé sur la recherche. Donc comme je disais, il y a une manière de faire. Par exemple, il faut trouver une bonne question. Quand on se lance dans un travail scientifique, on veut rédiger quelque chose de scientifique, il faut trouver une bonne question. Il faut essayer aussi de montrer en quoi elle est intéressante. Ça, vous allez le faire notamment en vous appuyant sur la littérature existante, la littérature qui existe sur votre sujet. Vous ne pouvez pas comme ça poser une question sans vérifier, par exemple, qu'elle n'a pas déjà été faite, qu'on ne l'a pas déjà traitée. Il faut trouver des angles qui sont intéressants. Enfin voilà, ça c'est des choses que vous allez voir un petit peu plus tard dans la leçon en tant que telle qui va arriver dans quelques minutes. Mais évidemment, poser une bonne question, ce n'est pas la seule chose. Vous allez ensuite devoir faire comprendre à votre lecteur ou votre lectrice quel est votre argument, quel est l'argument que vous voulez poser, comment est-ce que vous comptez éventuellement répondre à cette question de recherche, quelles sont les orientations théoriques qui vous permettent de poser votre argument et par extension proposer une bonne hypothèse. Ça, par exemple, c'est l'étape du cadre théorique. On va voir ça lors de la séance, de la capsule numéro 3, le chapitre sur le cadre théorique. Et bien sûr, on va avoir des étapes dans un travail de recherche un peu plus concrètes avant la récolte des données ou les tests, c'est-à-dire la phase dans laquelle vous allez expliquer comment vous pensez pouvoir mesurer les choses que vous souhaitez traiter, les choses, j'entends les concepts, les variables surtout. Là, on va parler d'opérationnalisation. C'est le chapitre numéro 4. Et bien sûr, le dessin de recherche, c'est-à-dire expliquer à vos lecteurs de quelle manière vous allez procéder, quelle va être votre stratégie de recherche. Vous allez par exemple expliquer dans le dessin de recherche, si vous voulez faire un travail plutôt quantitatif, plutôt qualitatif, de quelle manière vous allez procéder, etc., etc. Donc ça, c'est les grandes étapes qu'on va faire ensemble. Mais évidemment, un travail de recherche ne s'arrête pas là. Il y a aussi des étapes suivantes, notamment l'analyse, en fait, la présentation des résultats, l'analyse de ces résultats, les résultats que vous avez obtenus grâce à vos tests, grâce à vos démonstrations, vos réflexions. Il y a évidemment la conclusion, comme à peu près tous les travaux écrits que vous devez faire. Mais ça, c'est des étapes qu'on n'aura pas besoin de faire dans ce séminaire, ou en tout cas de manière très légère, très superficielle, parce que dans ce séminaire, c'est avant tout un projet de recherche qu'on vous demande et pas une recherche tout entière. Donc comme je disais, chapitre 2, c'est ce que vous allez voir dans quelques minutes, c'est la problématique, on va revenir sur la question de recherche, aussi la revue de littérature. Chapitre 3, ce sera la capsule vidéo suivante, le cadre théorique.
On reviendra notamment sur comment bien rédiger une hypothèse. Le chapitre 4, l'opérationnalisation, c'est-à-dire comment vous allez mesurer vos variables. Et puis le chapitre 5, le dessin de recherche, la méthodologie. Ça, c'est pour définir la stratégie de recherche un peu plus concrètement. Mais vous aurez le temps dans les capsules vidéo d'en apprendre un peu plus. Avant juste de vous laisser écouter la leçon sur le chapitre 2, je voulais juste préciser que les capsules vidéo, en fait, elles ont été faites l'année dernière. Le contenu n'a pas changé par rapport à l'année dernière, puisque le contenu était assez neutre dans ces vidéos-là. Croyez-moi, ce n'est pas une manière pour nous de se la couler douce. Avec en moyenne une 50aine d'étudiants par assistant, je peux vous garantir que l'encadrement en ligne est particulièrement volumineux. Je vous l'ai dit, on n'est pas là pour vous abandonner. Donc il y aura toute une vocation interactive qui va se faire au travers des séances notamment, mais on a pensé que pouvoir réutiliser ces vidéos, c'était aussi une manière très intéressante de pouvoir enseigner plutôt que de répéter chacun dans notre coin le même contenu. Dernière petite précision, le chapitre que vous allez écouter maintenant, il a été enregistré en fait en classe, lorsque on pouvait encore donner les séminaires en présentiel au printemps 2020. Alors vous allez entendre une atmosphère de classe, une atmosphère de cours, quand bien même on entend très bien, donc ça c'est pas un souci. Et puis toutes les parties qui étaient plus ou moins spécifiques pour le groupe que j'avais l'année dernière, elles ont été retirées, donc c'est un contenu qui est neutre par rapport au groupe, ça va être le même pour tout le monde. Voilà, j'en ai fini cette petite introduction. Je vous laisse regarder la capsule numéro 2 en paix sur la problématique et notamment la question de recherche. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va faire principalement, c'est, comme c'est noté ici, s'intéresser à la problématique et à la question de recherche. Déjà d'emblée, je vous dis, la problématique, c'est un gros chapitre de votre travail de recherche ou de tous les travaux de recherche, en fait, académiques. Parce que vous allez y exposer le problème et vous allez y intégrer aussi la question de recherche. La problématique, et ça faites attention pour ceux notamment qui ont suivi un cursus en France par exemple, souvent on disait, quand on faisait des dissertations, on disait vous devez faire une problématique, c'était une phrase d'une ou deux lignes, quelque chose comme ça. C'est pas la même chose ici dans ce séminaire, dans ce cours et puis en règle générale dans les travaux de recherche. Une problématique, c'est vraiment une grosse partie de votre travail de recherche. C'est là où vous allez exposer le ou les problèmes qui sont associés à votre sujet et le phénomène que vous souhaitez traiter. Et puis, c'est là où vous allez revenir sur la littérature. Vous allez effectuer une revue de littérature, c'est-à-dire faire un état, faire l'état, en fait, faire un tour d'horizon de la littérature qui existe au niveau scientifique sur votre sujet. Donc, voilà pour la petite précision. Et puis, évidemment, je vais revenir sur tout simplement l'idée du choix de la recherche. Alors, dans notre séminaire, on a, on va dire, un thème plutôt général, mais il y a un thème quand même, donc vous devez quand même choisir un thème de recherche qui soit dans ce thème-là, dans ce sujet. C'est les enjeux contemporains des migrations, je crois. C'est un thème qui est assez large, donc vous n'aurez pas de souci à trouver quelque chose qui vous plaît plus ou moins. Vous pouvez très bien parler de la réutilisation de l'extrême droite dans ses discours contre l'immigration, et puis son succès électoral. Ça, c'est un rapport avec les enjeux contemporains des migrations. Vous pourriez très bien parler aussi des migrations ou de l'immigration en fait forcée, l'émigration forcée pour les problèmes environnementaux. Ça, c'est des sujets qui rentrent dans le thème général, donc n'hésitez pas à aller un peu plus loin que juste l'immigration au sens le plus irréductible possible. Néanmoins, ce qu'on va vous apprendre quand même, c'est si vous n'avez pas de sujet qui est imposé. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez en venir à votre sujet? Ça ne vient pas juste comme ça, vous n'êtes pas né avec une idée de recherche dans la vie. Donc, comment est-ce qu'on va en venir là? On va passer par la phase exploratoire, ça je reviendrai en détail dessus. Et puis, on va regarder finalement ce que c'est la problématique et pourquoi elle est importante. Bonjour, pas de problème, installez-vous. Petite parenthèse ensuite sur les méthodes inductives et déductives. Ça, c'est un rappel plutôt sur la démarche en général, la démarche scientifique. On va reprendre le filon sur la problématique, quelques définitions, et puis le lien avec la revue de littérature. Et ensuite, on va regarder comment faire une bonne question de recherche. Question de recherche, c'est 2 lignes, 3 lignes en règle générale. Ça ne va pas plus loin, il faut que ce soit clair, pertinent et faisable. On va revenir sur ces critères de qualité d'une bonne question de recherche. Maintenant, on en vient au sujet et comment choisir un sujet de recherche. Alors, admettons que vous n'avez pas de sujet qui soit imposé, comme dans ce séminaire avec les migrations, les enjeux des migrations
l'enjeu contemporain des migrations, je ne sais plus quel ordre. Vous êtes là et on vous dit, ok, tu as le choix de faire une recherche sur un sujet qui t'appartient, un sujet que tu souhaiterais faire. Alors, première chose, ce serait, en fait, premier facteur sur votre décision, ce serait le vécu, ce serait vos goûts personnels. Est-ce que vous êtes plus intéressé au droit international public? Est-ce que vous êtes plus intéressé à la sociologie des groupes? Je sais pas moi, à la régulation bancaire? Ça, c'est des intérêts personnels, des goûts personnels. Il n'y a pas de... On ne va pas vous dire non, vous pouvez pas faire là-dessus, sauf si on a des bonnes raisons. Le but du jeu, c'est quand même de faire quelque chose qui vous stimule et qui vous intéresse. Ça peut aussi, comme autre raison pour choisir un sujet en particulier, ça peut être des intérêts stratégiques, dépendant quoi. Si vous voulez plutôt vous spécialiser par la suite dans un sujet, je donne l'exemple des relations internationales. Si vous êtes très intéressé par l'aspect économique des relations internationales, et ben forcément, vous allez peut-être faire la plupart de vos travaux écrits ou de votre projet de recherche en fin de bachelor sur les questions économiques en relations internationales, de sorte, éventuellement, par exemple, à favoriser une entrée ou une postulation dans un master d'une autre université qui vous intéresse. Il peut y avoir des intérêts stratégiques. L'utilité du sujet de recherche aussi, effectivement, si personnellement vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de recherche sur un sujet qui par contre vous intéresse, mais il n'y a pas beaucoup de recherche, il n'y a pas beaucoup de conclusions, il n'y a pas vraiment de données qui correspondent à la réalité ou qui expliquent le phénomène, ça pourrait être aussi une raison valable pour aller travailler sur un sujet en particulier. Et puis bah, là, ça rejoint un petit peu les deux, développement de la science ou débat dans la littérature scientifique. Ça peut arriver que certains phénomènes, certains sujets soient en grande contradiction entre des scientifiques différents. Personne ne se met vraiment d'accord. Vous auriez éventuellement l'envie d'ajouter votre pierre à l'édifice, rajouter quelque chose sur la discussion de votre sujet ou voilà, vous ramener dans le débat. Et puis en fonction de vos recherches exploratoires, ça peut arriver aussi que vous vous lancez dans un sujet et puis au final vous lisez totalement autre chose parce qu'un auteur ou une auteure en fait éventuellement référence dans un des textes et puis d'un coup vous dites ah mais en fait finalement ça m'intéresse. Ça peut aussi être une raison qui fait que vous choisissez un sujet en particulier. Alors ce qui est important quand on parle de la phase exploratoire, et on va y venir justement, c'est en fait l'étape avant la rédaction qui va vous lancer pleinement dans le sujet et qui va vous rendre un peu plus spécialiste ou augmenter votre degré d'expertise vis-à-vis du sujet. Évidemment, c'est une étape de la recherche qui est une étape d'errement. Souvent, on se dit « Ah, peut-être que j'ai mon sujet », puis finalement non. On lit un autre texte et on n'est pas sûr. On n'a pas d'idée, tout ça, ça peut arriver. On peut avoir le problème de la feuille blanche, on ne sait pas quoi faire. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est une phase d'errement, c'est une phase de doute. Mais c'est normal. C'est normal de ne pas vraiment savoir quoi faire au début. Le but d'une recherche, néanmoins, doit être de vous stimuler et pas de vous paralyser. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est essayer de vous intéresser le plus à un sujet en particulier, essayer de lire et essayer de voir vers quoi vous pourriez éventuellement être intéressé. Vous allez faire des allers-retours entre l'exploration et la formulation. L'exploration, c'est simplement les lectures, c'est simplement s'intéresser au sujet, c'est aussi s'entretenir avec des personnes qui en connaissent plus sur le sujet que vous, par exemple. Et vous allez forcément faire des allers-retours, vous allez vous familiariser avec le sujet, vous allez choisir et préciser un sujet de recherche, mais lorsque vous allez commencer à écrire, ça peut être vos notes, si vous allez commencer à écrire une question de recherche, au fur et à mesure de la lecture, ça peut arriver que vous vous disiez « Ah, bah là, c'est peut-être pas une bonne question de recherche, donc je vais la reformuler », parce que vous avez augmenté vous avez augmenté vos connaissances sur la question et donc du coup vous reformulez. Ça, c'est une chose qui va se passer très souvent, même plus loin que la phase exploratoire, même durant la problématique, même durant le cadre théorique. Ça peut arriver effectivement qu'on se remette un petit peu en question, qu'on change certaines directions que l'on a prises jusqu'ici. Ça peut arriver qu'au bout de 6 mois, d'un coup, vous voyez un article scientifique qui parle exactement de votre sujet et vous dites ah bah, comment est-ce que je peux tourner l'angle sans être trop biaisé ou trop m'arranger personnellement en restant plutôt objectif, mais comment est-ce que je peux transformer ou ajouter quelque chose à ma recherche pour la rendre un peu plus originale. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Une recherche, c'est organique, donc elle se modifie avec le temps. Et ça, c'est pas un problème non plus. Vous ne devriez pas être paniqué si d'un coup, vous devez faire quelques ajustements, même vers la fin de votre recherche. Alors, pour déterminer un problème spécifique de recherche, il y a déjà des exemples que j'ai donnés, c'est un petit peu une répétition, mais typiquement, si vous lisez un peu la littérature sur un sujet donné, eh bien, vous pourriez éventuellement constater une absence totale ou partielle de la connaissance. Ça peut arriver aussi que vous lisiez des recherches scientifiques
qui date de cette année, qui date de ce mois, et qui dit, ah ben actuellement sur ce sujet ou cette question spécifique, il y a peu ou pas de recherche qui a été faite. Ça peut être pour vous une solution ou ça peut effectivement vous pousser à aller vers ce sujet-là. Voilà, sur tout ça, c'est des exemples. Il n'y a pas véritablement besoin d'y revenir. C'est vraiment en fonction de la littérature. Est-ce que vous pensez qu'une théorie est plutôt adéquate ou non? Est-ce qu'il y a effectivement une des théories qui semble expliquer un peu tout le temps un phénomène social, mais vous voyez qu'il y a une autre théorie qui n'a jamais été appliquée pour ce phénomène-là? Voilà, ça peut être des choses sur lesquelles vous pourriez être tenté de fonder une recherche, ou en tout cas de la débuter. Alors avant de se lancer dans l'écriture, et c'est ce que vous allez faire, hein, vous allez écrire un travail écrit, c'est un peu redondant ce que je viens de dire, vous allez écrire un travail de recherche plutôt, vous allez commencer à le faire, et puis très rapidement, vous allez forcément aller dans la phase exploratoire, hein, même avant en fait de commencer à écrire sur le sujet. La phase exploratoire, comme je disais, c'est les lectures, c'est les entretiens. Elle est très utile, cette phase exploratoire, parce qu'elle vous permet d'augmenter vos connaissances. Et lorsque vous allez écrire votre travail de recherche, eh bien vous allez quelque part prouver les connaissances que vous avez acquises sur le sujet. Il y a une utilité qui peut être effectivement importante, c'est formuler une question de départ ou un problème de départ. Je vais garder, question de départ, problème de départ, c'est plus ou moins la même chose. Pour des raisons de simplification, je vais juste parler de la question de départ. Vous avez, ce que moi en tout cas j'aime bien utiliser dans mes séminaires et puis aussi personnellement, c'est en fait faire deux questions. Vous avez la question de départ et la question de recherche. La question de départ, c'est une première question un petit peu générale, un peu naïve. C'est celle qui vous aide à vous lancer dans le sujet. Vous pourriez typiquement vous dire, ah mais comment sont traités les migrants en Suisse? Ça peut être une question de départ. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de votre connaissance, de l'augmentation de votre expertise, en lisant sur le sujet, eh bien vous allez réussir à transformer cette question de départ, un peu générale, un peu naïve, en une vraie question de recherche, hein, qui sera plus précise, qui sera plus à jour, et qui sera en fait le fruit de tout le travail que vous avez fait durant la phase exploratoire. Donc moi, je différencie ces deux questions. Ça peut aussi arriver dans certains ouvrages méthodologiques. On ne dit qu'une question de départ, donc ça veut dire la question de recherche, en tout cas en français. En anglais, il me semble que c'est toujours research question, ça ne change pas. Donc voilà pour la petite différence. Mais elle est utile, cette question de départ, parce que, comme je disais, elle vous permet de vous lancer dans la recherche à proprement parler. Elle a pour l'objectif principal de vous faciliter en fait le travail. Petit à petit, cette question de départ va muter, va se modifier en une question de recherche précise et légitime. Comme je disais, la question de recherche, c'est le fruit de la phase exploratoire et de la discussion que vous allez faire dans la problématique. Souvenez-vous, la problématique, c'est une grosse partie de texte, c'est un chapitre avec plusieurs sous-chapitres. C'est une discussion, c'est un débat sur le problème en tant que tel, c'est-à-dire vous avez un phénomène. Vous vous posez la question de savoir comment est-ce que sont accueillis les migrants en Suisse. C'est un phénomène que vous souhaitez traiter, que vous souhaitez étudier. Et donc, du coup, vous allez isoler, identifier, cerner les problèmes vis-à-vis de ce phénomène. Vous allez aussi les cerner de manière théorique. Toute cette discussion, eh bien, vous allez la faire dans la problématique, / revue de littérature, on verra pourquoi j'ai dit ça. Mais c'est une discussion, un débat que vous allez organiser. Et en fait, la question de recherche sera un petit peu la quintessence un résumé, une formalisation de votre problématique, de toute la discussion que vous avez faite jusqu'ici. Alors, comment bien débuter son exploration? Alors, première chose, vous avez envie de faire une recherche, un travail de recherche. Vous ne savez pas véritablement vers quoi ou plutôt où aller. Vous pourriez tout simplement faire des entretiens exploratoires. Ils peuvent être formels ou informels, mais c'est tout simplement demander l'avis ou le conseil d'une personne, par exemple, qui travaille dans le milieu de l'accueil des migrants à Genève ou en Suisse, lui demander des conseils, quel est son point de vue, est-ce qu'il y a certains préjugés que vous aviez ou que vous avez qui pourraient être éventuellement changés par sa vision, son opinion. Vous pouvez aussi, évidemment, demander l'avis et les conseils d'un académique ou d'une académique, c'est-à-dire soit un assistant, un doctorant, un ou une professeur. Ça peut être effectivement quelque chose que vous pourriez faire. Admettons que vous vouliez travailler sur, je sais pas moi, la régulation bancaire. Je sais que c'est probablement pas ce qui vous intéresse, mais admettons que vous souhaitiez travailler là-dessus. Typiquement, vous pourriez venir me poser des questions parce que j'ai augmenté ou j'ai une bonne expertise sur le sujet. J'ai dû énormément lire, je travaille sur ce sujet-là. Ça vaudrait certainement la peine de venir me voir. Ça peut aussi être des professeurs.
là, n'hésitez pas à aller voir sur le site de l'UNIGE, voir qui sont les spécialistes éventuellement d'un sujet donné. Alors, encore une fois, là, on parle de recherche un petit peu plus aboutie que ce qu'on va faire dans ce séminaire-là. Je ne pense pas que vous... Enfin, ce n'est pas une obligation de faire des entretiens exploratoires, en tout cas en ce qui vous concerne et en ce qui concerne ce séminaire-là, ce semestre. Mais pensez-y plus tard, quand vous allez faire des travaux un peu plus conséquents, typiquement le projet ou le travail de bachelor, de fin de bachelor, en 3e année. Le plus important, ça va être les lectures exploratoires. Vous allez vous lancer dans un sujet, vous ne savez pas forcément par où commencer. Vous ne pouvez pas tomber sur le dernier article scientifique qui vient de sortir, qui est le plus abouti ou le plus récent sur un sujet. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Alors, par exemple, vous pourrez commencer par des lectures de base, comme des manuels de cours ou des cours, tout simplement. Vous dites, OK, dans cette séance-là, de ce cours-là, on a parlé de ce sujet, tiens, je vais relire mon cours, je vais éventuellement regarder à la fin des slides s'il y a des références, peut-être que je vais pouvoir lire là-dessus. Et puis s'il y a un manuel de cours qui est déjà là, n'hésitez pas à le lire. Vous pourriez aussi commencer par une simple recherche sur Internet. Alors, j'avais déjà donné plus ou moins des idées de sources ou des endroits sur lesquels vous pourriez trouver des articles scientifiques, JSTOR, Google Scholar et consorts. Mais une recherche sur Google suffit aussi quand vous êtes au tout début pour pouvoir vous familiariser avec le sujet. Typiquement, Wikipédia, ça peut être une solution, en tout cas une solution de départ vers laquelle vous pourriez vous tourner. Par la suite, ne citez jamais Wikipédia dans un travail de recherche, ne citez pas le dictionnaire non plus. C'est des informations, en tout cas en ce qui concerne Wikipédia, qui sont difficilement vérifiables ou vérifiées. En ce qui concerne un dictionnaire, souvent c'est plutôt de la vulgarisation, donc à moins que ce soit un dictionnaire spécialisé qui vous cite des auteurs académiques, essayez de ne pas trop commencer votre travail de recherche avec le Larousse définit la démocratie comme blablabla. Ça vaut rien. Okay, je le précise parce que chaque année, on arrive quand même à me le sortir. J'ai insisté sur Wikipédia ou sur le Larousse. Je ne sais pas lequel va sortir cette année, mais je me réjouis et je vous tiendrai au courant. Ensuite, une fois que vous avez fait votre petite recherche sur Internet, vous avez commencé vos petites lectures, eh bien vous allez forcément gravir un petit peu les échelons en termes de connaissances. Vous allez augmenter votre expertise. Typiquement, si vous regardez sur Wikipédia, sur un article, vous mettez démocratie, vous regardez souvent à la fin de la page, tout en bas, eh bien, il y a déjà des références qui sont données pour des ouvrages scientifiques. Ça peut être intéressant de commencer par là, puis ensuite, petit à petit, de fil en aiguille, eh bien, de trouver des ouvrages relativement récents sur la question. Mais n'hésitez pas à regarder sur Internet, n'hésitez pas à regarder sur Google Scholar, sur d'autres sites comme JSTOR, en tapant des mots-clés par rapport à votre sujet. Vous tapez migration ou migration suisse, vous allez trouver quelque chose. N'oubliez pas qu'il y a aussi Rero, qui est le site internet qui tient le registre des livres ou des ressources sur internet dans les bibliothèques suisses, je crois. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller à la bibliothèque et puis de regarder ce qui est disponible aussi. Alors, chose importante, ne vous perdez pas dans vos lectures. Soyez malin et triez les informations. Le but là-dedans, c'est de vous éviter aussi d'avoir 50 textes à lire, 50 textes de 50 pages. Évitez-vous de vous faire autant de violence. Essayez d'être malin, ça veut dire prenez un article, lisez l'abstract, lisez l'introduction, éventuellement la conclusion, feuilletez-la, regardez si effectivement les thèmes abordés peuvent être utiles pour votre recherche, mais ne vous forcez pas à lire des articles, voire même des livres, dans leur totalité, en tout cas au début, mais afin d'éviter de perdre trop de temps non plus. Hein. Faire une recherche, c'est aussi une question de temps, c'est une question de timing, c'est une question de savoir-faire. Ces choses-là, il faut faire attention. Donc, essayez de virer le superficiel au début, ce qui n'est pas forcément très connecté avec votre sujet. Soyez malin. Et puis, si vous avez, par exemple, trouvé un article qui correspond beaucoup à ce que vous voulez travailler, le sujet que vous voulez traiter, n'hésitez pas à regarder qui il cite ou elle cite dans cet article-là. Regardez leur manière de faire et puis, à la limite, regardez à la fin de la page, dans la bibliographie, dans les références de ce même texte, inspirez-vous de ces bibliographies-là en disant « Ah, ok, il a cité ou elle a cité ces personnes-là ont l'air d'être intéressantes pour mon travail de recherche. Ah ben, je vais aller voir dans ce cas ce qu'ils vont faire, je vais aller regarder les articles ou les ouvrages en particulier. » Alors voilà, vous avez petit schéma pour vraiment bien visualiser où on en est. Vous voyez que l'étape 2, elle est entre l'étape 2, c'est l'exploration, elle est entre la question de départ et la problématique. C'est en fait une étape intermédiaire vers laquelle on fait un peu des allers-retours.
Alors vous avez les lectures ou les entretiens exploratoires, j'en ai parlé, mais effectivement vous avez en première étape la question de départ, qui est votre question naïve, qui va vous lancer dans la recherche exploratoire, dans la phase exploratoire, c'est ce qui va vous donner un peu le point de départ. Et puis, progressivement, au fur et à mesure de votre phase exploratoire, eh bien, vous allez augmenter vos connaissances, en connaître plus sur le sujet, et vous allez être en mesure de pouvoir poser ce qu'on appelle la problématique, votre chapitre de problématique dans votre travail de recherche, c'est-à-dire organiser une discussion sur le sujet que vous avez choisi et une discussion sur ce qui a déjà été fait par rapport à ce sujet-là, d'un point de vue scientifique, et quels sont les problèmes, les repères utiles, les choses auxquelles vous devez faire attention, ou pas seulement vous, mais la plupart des gens doivent faire attention quand ils tentent de réfléchir à ce sujet-là. Plus tard, vous allez avoir ce qu'on appelle le modèle d'analyse, qui peut aussi être appelé le cadre d'analyse ou le cadre théorique. Chez nous, ce sera le cadre théorique. Ça, ce sera une discussion pour la séance suivante, il me semble. C'est là où on trouvera l'hypothèse. Souvenez-vous, lors de la séance 1, je vous ai beaucoup parlé de la question de recherche et de l'hypothèse. C'est vos deux clés de voûte. C'est les deux clés de voûte de votre recherche. Premièrement, vous posez une vraie question de recherche spécifique avec votre moteur, en fait. C'est là, vous allez tenter de répondre à cette question. Donc, vous allez faire votre recherche en fonction de ça. Et puis, l'hypothèse, c'est la réponse provisoire à cette question. C'est une réponse en tant que telle à la question de recherche. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vérifier cette hypothèse, cette réponse, vous allez vérifier si... vous allez la vérifier dans la réalité. Vous allez faire des tests et des observations. Alors, toujours dans le début de la phase exploratoire, vous avez votre problème ou question de départ, donc vous avez votre direction. Ça, c'est bien, vous savez plus ou moins vers quoi vous voulez aller, dans quel sujet. Ça va vous permettre d'apprendre les contours du sujet et identifier les éléments clés, ça je l'ai dit. Ça va vous permettre de cerner les mécanismes théoriques exposés par la recherche. Et les recherches et théories sur le sujet permettent-elles de mieux l'expliquer? C'est un petit peu la question que vous allez vous poser pour vous. C'est selon ce que j'ai pu lire jusque-là, est-ce que tout ce que j'ai pu lire me permet de bien comprendre ou de mieux comprendre le sujet? Une bonne phase exploratoire ne vise pas seulement à bien connaître votre sujet d'un point de vue factuel, mais aussi à savoir identifier les enjeux théoriques. À quoi faut-il faire attention lorsque l'on tente de comprendre le sujet que l'on traite? Je vous l'ai dit, vous pouvez effectivement parler du problème des migrations ou de l'immigration en Suisse. Quand je dis problème, attention, il ne faut pas comprendre que je dis que c'est un problème. Les problèmes factuels, est-ce qu'il y a des gens au niveau politique qui disent on ne peut plus recevoir de personnes, ou alors ça coûte trop cher, enfin les discours bancals qu'on a tout le temps, sur les questions d'immigration. Est-ce qu'effectivement au niveau factuel, au niveau des événements, du phénomène, vous pouvez relever les débats politiques, ou les débats dans les médias, ou les réflexions qui se font, ou éventuellement les décisions qui sont prises au niveau exécutif, ou les votes qui sont effectués par les populations, typiquement la population suisse. Vous voyez qu'il y a une élection, éventuellement une élection, mais aussi une votation qui est plutôt contre les questions d'immigration. Ça peut être effectivement un des objets de votre débat, les choses sur lesquelles vous pouvez revenir en disant, voilà, on voit qu'au niveau suisse, c'est une situation qui part dans ce sens-là, ou alors c'est une question qui part dans un autre sens. Voilà les problèmes que je vais mettre en avant. On n'est pas tous d'accord sur le sujet, etc. Il y a effectivement un succès de l'extrême droite dans un pays ou un autre. C'est la chose que je souhaite relever, et c'est la chose éventuellement que je souhaiterais traiter et pouvoir expliquer. Quelles sont les raisons pour ce gain ou ce succès politique de l'extrême droite? Et si c'est en lien effectivement avec les questions d'immigration. Mais vous allez aussi faire l'effort théorique. Vous allez tenter de vérifier comment est-ce que la théorie peut expliquer ces choses-là. Est-ce que vous avez une théorie en sciences politiques qui peut expliquer pourquoi l'extrême droite gagne des votes en utilisant les discours anti-immigration? Ça peut être quelque chose que vous pouvez voir dans la théorie, qui a déjà été expliqué, qui a déjà été testé aussi. C'est pas juste des ouvrages de théorie et de la théorie pure et dure, c'est aussi des ouvrages qui mettent en place une théorie et qui testent et qui vérifient dans la réalité avec des données, des expériences. Il faudra faire attention à ça, il faudra voir ce qui a été fait de manière plus ou moins récente sur le sujet. Typiquement, vous avez un exemple, alors j'en ai déjà un petit peu parlé, mais le sujet, votre question de départ, votre problème de départ, c'est essayer de comprendre le succès du vote conservateur dans le monde. Alors, hormis Brexit, où on peut éventuellement débattre, quoique c'est pas mal utilisé par l'extrême droite, mais
thématiquement, vous voyez le Brexit en Grande-Bretagne, vous avez l'élection de Donald Trump aux États-Unis, l'élection de Bolsonaro au Brésil, vous avez le FN qui est devenu le RN, ou je sais plus, enfin qui a changé de nom entre-temps, en France, l'extrême droite qui est arrivée au deuxième tour des élections présidentielles de 2017. Vous vous dites, ok, je vois effectivement un glissement du spectre politique vers la droite. Comment est-ce que je peux essayer d'expliquer ça? Vers la droite, vers l'extrême droite plutôt. Donc vous allez effectivement revenir sur ces sujets, vous allez parler du Brexit, qu'est-ce qui se passe, quels sont les événements, quels sont les différents phénomènes associés à ce sujet-là, quels peuvent être les problèmes en termes de questionnement, et puis forcément vous allez vous tourner aussi vers la théorie. Qu'est-ce qui m'explique, comment est-ce que la théorie peut m'expliquer ce glissement vers la droite, ou peut m'expliquer de manière plus générale comment les gens votent? Est-ce que la théorie peut m'expliquer le comportement électoral en tant que tel, quels sont les mécanismes du vote, quels sont les modèles explicatifs du vote, pourquoi certains votent tout simplement pour des raisons familiales, on a toujours voté à droite, donc je vote à droite, ou alors des personnes qui votent de manière totalement rationnelle, en faisant en fonction des enjeux, en faisant en fonction des sujets. Votre question, effectivement, elle va se tourner vers ça. Quel modèle explicatif du vote puis-je réutiliser, en tout cas tenter de comprendre, pour essayer d'expliquer mon sujet, c'est-à-dire le succès du vote conservateur dans le monde. Vous allez avoir effectivement différents modèles explicatifs du vote dans la théorie en sciences politiques. Vous avez l'école de Michigan, vous avez l'école de Columbia. Chacune d'elles ont même des concepts à proprement parler à l'intérieur de leur théorie. L'identification partisane, l'identité partisane, je ne sais plus exactement. Ça, c'est les concepts sur lesquels vous allez revenir. Donc quand vous allez faire une problématique, vous en êtes toujours dans la phase exploratoire, mais vous allez prendre des notes et vous allez réutiliser ce que vous avez vu là dans votre problématique, parce que la problématique, c'est votre discussion, c'est votre débat. Eh bien, vous allez forcément parler des modèles explicatifs du vote. Vous allez dire, ok, on voit plutôt un glissement vers la droite, vers l'extrême droite, ou le vote conservateur dans le monde. J'ai potentiellement des théories qui ont traité du sujet et qui pourraient être utiles. La théorie du Michigan explique plutôt ça. L'école de Columbia explique plutôt ça. Elle a une manière différente d'expliquer les mécanismes du vote. Donc, je vais revenir sur ces choses-là. Vous devez en parler, vous devez les mobiliser. Pour moi, si je lis votre travail, ou les autres personnes qui vont lire votre travail, je pourrais dire, elle a fait bien son travail. Premièrement, elle a compris son travail de manière thématique, elle a cité les bonnes choses, elle est revenue sur les sujets qui sont importants, les sujets qui en tout cas sont dans l'air du temps, et puis elle a bien compris, ou il a bien compris, les modèles du vote. Comment est-ce qu'elle peut expliquer, comment est-ce que la théorie a pu expliquer les choses jusque-là? Alors, il y a d'autres modèles explicatifs du vote, il y en a beaucoup qui sont arrivés après ces deux grandes écoles. Ça, c'est à vous d'aller chercher dans la littérature, d'accord? Comment est-ce qu'on peut expliquer le vote? Eh bien, vous avez différentes théories, différentes écoles de pensée en termes de modèles d'explication du vote. Ça, ce sera à vous de voir et de faire cet effort-là. Vous devez mobiliser la théorie dans un travail de recherche, dans une problématique. Et cette mobilisation, le fait de mobiliser la théorie, les modèles explicatifs du vote, eh bien, c'est votre revue de la littérature. C'est ce qu'on appelle la revue de la littérature, c'est-à-dire faire le tour d'horizon de la science sur le sujet qui vous concerne, le sujet que vous souhaitez traiter. Vous allez évidemment être en mesure, à partir d'un certain temps, de pouvoir critiquer cette littérature existante. Typiquement, vous voyez qu'il y a plusieurs modèles explicatifs du vote. Il y en a un qui est arrivé dans les années 50, un dans les années 60, plusieurs écoles, plusieurs mouvements de pensée vis-à-vis de ça. Est-ce qu'une des théories est plutôt vieille, ancienne? Est-ce qu'elle a été remise en question par d'autres? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent pour votre analyse aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs? Est-ce qu'il n'y a pas des modèles explicatifs plus récents? Vous allez faire un débat. Vous allez être en mesure de pouvoir critiquer la littérature existante. Et ça, vous allez devoir le mettre dans votre problématique, dans votre revue de littérature. Vous allez pouvoir mettre en avant l'idée, s'il existe des lacunes au niveau théorique, au niveau académique sur le sujet. Vous allez pouvoir mettre en avant les défis de recherche. À quoi devez-vous faire attention quand vous parlez du vote, quand vous parlez des modèles explicatifs du comportement électoral? Eh bien, il y a différents sujets ou différents concepts sur lesquels il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas juste observer le comportement électoral, par exemple. Un exemple que je pourrais donner, je ne sais pas s'il existe, mais vous ne pourriez pas analyser le comportement électoral juste en regardant les votes éventuellement. Vous pourriez être tenté de regarder ce qu'on appelle la participation politique de manière un peu plus générale pour voir si ce glissement à droite se voit juste dans les votes ou est-ce que ça se voit aussi dans les manifestations, dans les démonstrations politiques par exemple. Ça pourrait être éventuellement une des impulsions que vous pourriez avoir, une de vos intuitions en disant voilà,
Jusqu'ici, c'est un exemple que je donne, hein. Jusqu'ici, je vois qu'on a juste analysé le vote, mais pourtant, lorsque l'on parle de politique et de glissement vers la droite, c'est pas seulement le vote, c'est aussi une manifestation d'extrême droite, et ça, c'est un glissement vers l'extrême droite. Or, je ne vais pas juste regarder, dans ce cas, les votes, les votations, qui est en fait le résultat formel de la vie des citoyens, mais il y a des personnes qui ne votent pas et pourtant qui participent beaucoup politiquement. Ça peut être une des choses que vous pourriez mettre en avant, une des choses que vous pourriez discuter en disant jusqu'ici, la littérature s'est plutôt focalisée sur le vote uniquement, mais elle n'a pas été regardée sur la participation de manière générale. Évidemment, question très importante, quels éléments théoriques doivent être absolument abordés? Ça, c'est, je vais y venir, mais c'est les repères utiles. Là, vous allez citer des modèles explicatifs de vote, mais aussi les problèmes ou vos intuitions. Il faudra absolument l'écrire dans votre problématique. Une fois la phase exploratoire terminée, vous êtes capable d'exposer les éléments théoriques et thématiques saillants nécessitant d'être mobilisés pour aborder votre sujet convenablement. Par quoi faut-il que je passe pour traiter mon sujet, pour parler de mon sujet? Il y a des choses qu'il faut absolument que j'explique, que j'expose, que je mette en avant pour permettre à mon ou ma lectrice de comprendre le sujet et de faire attention aux choses qui sont utiles et éventuellement aux différents problèmes associés à votre sujet. L'idée que la littérature scientifique ou la recherche académique sur les modèles explicatifs ou le comportement électoral se soit uniquement focalisé sur, par exemple, juste le vote et pas la participation au sens général, ça peut être un des problèmes que vous amenez, un des problèmes que vous souhaitez mettre en avant dans votre recherche. Alors, vous allez effectivement parler des différents problèmes à la fois thématiques et à la fois théoriques. Et c'est pour ça qu'on en vient à la problématique en tant que telle. Il est 13h, donc du coup je vais prendre la pause maintenant. On recommence dans un quart d'heure et puis on suivra avec la suite. Du coup, à tout à l'heure. Alors, on revient à la problématique. Vous avez certains éléments types que vous devez avoir, qui doivent être présents dans une problématique. Je vais déjà donner des exemples, hein, et puis je vais en redonner d'autres aussi. Mais globalement, comme je l'ai dit, ça s'appelle la problématique. Donc, ça fait sens d'exposer les problèmes, que ce soit des problèmes de compréhension ou des problèmes par rapport aux défis que votre recherche va poser. Il y a peut-être des difficultés à analyser votre problème, votre phénomène, parce qu'il y a un manque de données, parce qu'il y a un manque de compréhension ou de consensus sur une définition ou sur un sujet en particulier. Vous devez donc mettre tout ça en avant, vous devez le discuter, vous devez organiser en fait tous ces éléments-là comme une discussion, comme un débat. Vous allez être critique sur la littérature, vous allez donc pouvoir dire ce qui vous paraît être utile, ce qui est en tout cas utile pour vous, et ce qui ne pourrait pas l'être forcément. Donc vous allez aussi trier les informations que vous avez acquises ou que vous avez cumulées au fur et à mesure de votre recherche exploratoire. Vous devez en quelque sorte répondre à la question suivante quand vous faites une problématique. Pourquoi avons-nous besoin de réaliser cette recherche et de connaître les résultats qu'elle propose? La problématique, c'est aussi un petit peu la phase marketing de votre projet de recherche. Vous devez convaincre votre lecteur que votre recherche sera utile. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'ici au niveau scientifique? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apporter? Et aussi, est-ce que mon sujet, par exemple, est actuel, est extrêmement débattu au niveau politique, par exemple? Est-ce que ça vaut effectivement la peine d'en parler? Vous allez donc mettre en place le contexte général, historique, théorique, etc. dans votre problématique. Vous allez cerner les enjeux, les problèmes, les limites. Vous allez définir les problèmes à résoudre et la pertinence intellectuelle. Et typiquement, vous allez répondre effectivement aux questions pourquoi ce sujet est intéressant et mérite-t-il qu'on s'y intéresse? Qu'est-ce que vous pouvez apporter avec votre recherche? Est-ce que vous pouvez éventuellement combler certaines lacunes? Ou est-ce que vous pensez que le sujet mérite d'être rediscuté? C'est-à-dire que jusqu'ici, il n'y a pas eu des avancées, il n'y a pas eu des développements ou des discussions qui ont été très convaincantes selon vous. Donc vous devez me justifier tout ça. Évidemment, comme j'ai dit, vous devez soulever le problème de manière théorique, c'est-à-dire la relation entre le problème et le contexte théorique. Tout ça, ça va vous amener normalement à pouvoir formuler une question de recherche qui soit une question de recherche légitime, qui soit une question de recherche pertinente et de qualité. C'est à partir du moment où vous avez effectivement cerné, identifié les problèmes de votre recherche, du sujet que vous traitez, que vous allez être en mesure de poser une vraie et une bonne question de recherche. Celle-ci doit être légitime parce que vous avez fait le travail suffisant, le travail nécessaire pour pouvoir connaître votre sujet
et poser une bonne question de recherche. Si vous faites un travail très très superficiel, vous avez lu peu d'ouvrages ou peu d'articles et que derrière vous me posez une question de recherche, je vais le voir. Je vais tout de suite voir en me disant attends, il y a un truc, il y a je sais pas, une théorie ou un ouvrage qui est l'ouvrage ultime de cette théorie ou de cette discipline-là, elle l'a pas cité ou il l'a pas cité. Je vais peut-être voir et me dire bon, bah, la personne n'a peut-être pas fait un excellent travail exploratoire. Alors, rassurez-vous, ça peut arriver qu'il y ait des ouvrages que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas vus. Ça m'arrive même moi au niveau de la thèse, de tout un coup, 2 mois plus tard, me dire waouh, cet article-là, je ne l'ai pas vu passer ou il existait depuis un sacré moment. Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Faut absolument que je puisse l'ajouter ou en discuter dans mon travail. C'est des choses qui arrivent. Évidemment, vous en êtes d'ailleurs au tout début, vous êtes en première année, donc forcément, vous n'avez pas vu tous les ouvrages références sur tous les sujets. Donc n'ayez pas non plus peur à ce niveau-là. Vite fait, pour revenir aussi sur d'autres éléments types de la problématique, si ce n'est pas des répétitions d'ailleurs, vous devez effectivement relever une situation, vous devez mettre en place ou discuter d'une situation concrète, c'est-à-dire le phénomène que vous observez, le phénomène particulier que vous souhaitez expliquer, traiter, le glissement vers l'extrême droite, politiquement parlant. Vous devez présenter votre problème de recherche, qui est relatif à ce phénomène. Bon, ça fait assez sens. Votre problème doit s'inscrire dans un univers théorique et des informations connues sur le phénomène. Ça, j'en ai parlé aussi, pas besoin d'y revenir. Vous devez formuler évidemment la question de recherche. La question de recherche sera dans la problématique, d'accord? Essayez d'ailleurs de la mettre bien en évidence parce que c'est une des premières choses qu'on va regarder quand on va lire ou évaluer vos travaux écrits. On va effectivement lire votre introduction, on va tout lire, mais il y a des chances que, juste pour avoir une impression très rapide, on va regarder votre question de recherche. On va dire, ok, elle ou il veut me parler de ça, très bien. Votre question de recherche, du coup, doit être assez en évidence. N'hésitez pas à la mettre en gras, n'hésitez pas à faire un passage à la ligne, parce que c'est une des premières choses qu'on va regarder. Pareil aussi pour l'hypothèse. Ensuite, toujours dans la problématique, effectivement, j'ai déjà dit, vous devez démontrer la pertinence de votre recherche. Pourquoi avoir choisi ce thème et cette question de recherche-là? Vous devez vendre votre travail, dire pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça vaut la peine de le faire. En quoi, notamment, cette recherche ferait ou fera avancer les connaissances, si vous pouvez apporter effectivement votre pierre à l'édifice. Alors, encore une fois, rassurez-vous aussi, vous êtes effectivement en première année de bachelor, c'est votre premier travail, on va dire, qui devrait plus ou moins respecter les critères scientifiques. On ne va pas s'attendre à ce que vous ayez un travail ultra original ou qui révolutionne totalement la science. Ce n'est pas l'objectif. Alors vous pouvez avoir des angles qui sont intéressants, une manière de faire qui est originale. Ça, c'est plutôt recommandé. Mais on ne va pas s'attendre à ce que vous changiez totalement la théorie sociologique du tout au tout. Alors, la problématique, j'ai expliqué pourquoi elle était utile, pourquoi elle était importante, d'autres arguments. Elle permet de justifier la pertinence de la recherche, ça je l'ai dit. Elle permet aussi d'introduire et présenter le sujet à votre lecteur ou votre lectrice. On n'est pas tous experts dans un domaine particulier, surtout si vous êtes assez précis. Donc ça vaut la peine aussi de bien expliquer votre sujet. Donc vous allez faire ce que j'ai fait en parlant du vote, du glissement de l'électorat vers l'extrême droite. Vous allez revenir sur les différents paradigmes, les différentes théories des modèles explicatifs du vote ou du comportement électoral. Si moi je ne suis pas du tout expert dans le comportement électoral, je vais être assez content que vous en parliez, histoire que j'ai justement moi des repères utiles. Vous allez témoigner aussi de la connaissance que vous avez acquise. Ce n'est pas une mauvaise chose alors vous n'allez pas dire j'ai appris ça, bien sûr. Vous allez organiser une discussion, vous n'êtes pas censé me faire un rapport. Donc vous organisez une discussion, un débat, ce sur quoi il faut faire attention et ce qu'il faut retenir. Ça peut être effectivement une sorte de témoignage aussi de votre connaissance. Quand je lis votre problématique, je vais me dire ah ouais, effectivement, il a relevé la totalité ou une bonne partie des modèles du vote ou modèles explicatifs du vote. Elle a appris ou il a appris beaucoup de choses. Dans cette problématique, je vois que les problèmes sont bien pris en compte, sont bien expliqués. Donc, je peux me dire qu'elle a toutes les qualités ou il a toutes les qualités pour pouvoir continuer sa recherche. La question de recherche et la problématique, ça va aussi être un peu ça. Ça va être le moment où on va se demander si vous avez effectivement, pas le niveau, mais vous avez en tout cas les capacités, ou vous avez en tout cas fait le travail suffisant et nécessaire pour pouvoir continuer votre recherche, pour pouvoir proposer une bonne recherche. Vous allez aussi pouvoir écarter le superficiel et exposer sur quoi il faut être attentif concernant votre sujet. Effectivement, si vous parlez des conflits, on va dire, la zone d'influence de l'Iran au Moyen-Orient, vous n'allez peut-être pas revenir à la guerre du Péloponnèse.
vous n'allez peut-être pas revenir à la totalité des conflits. Bon, alors peut-être que là, si on parle de zone d'influence, c'est assez large. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez aussi tenter de devoir écarter le superficiel, les choses qui ne sont pas nécessairement utiles dans votre travail. Il ne faut pas oublier qu'un travail scientifique, ce n'est pas une dissertation ou c'est pas un... Enfin si, ça peut être une dissertation sur la forme, mais ce n'est pas quelque chose qui est là pour être joliment écrit et pour écrire une longue histoire avec des rebondissements, avec du suspense. Non, quand vous faites un travail écrit, il faut que je sache directement de quoi vous parlez. Il faut que vous ayez écarté le superficiel, pas que je commence à me dire mais pourquoi elle ou il me parle de ça, il n'y a pas un vrai rapport avec son sujet, ou en tout cas le rapport est assez lointain. Donc vous allez éviter de faire une grande narration ou de me faire un roman, d'accord? Il faut être assez carré quand vous faites un travail scientifique. Ensuite, bon, j'ai parlé de repères utiles, ça j'en ai déjà parlé. Identifier et exposer l'approche ou les approches qui semblent être les plus intéressantes et pertinentes pour aborder votre sujet. Voilà, tout ça on l'a déjà vu, donc pas besoin de revenir en détail. Par contre, petite parenthèse sur la méthode. Vous avez une différence qui se fait entre ce qu'on appelle l'induction et la déduction. Vous l'avez déjà vu en cours éventuellement, ça ou pas? Ouais, vous avez déjà plus ou moins abordé. Ok, il ne faut pas aller dans les détails, sauf si vous avez de la peine à comprendre, vous n'hésitez pas à lever la main. Mais en gros, ce qu'on entend par l'induction, c'est passer du particulier au général. Le particulier, ce sont les faits observés, les cas singuliers, les données expérimentales, les différentes situations. En gros, le particulier, c'est un petit peu la réalité, c'est ce que vous observez. Ça peut être des données électorales, ça peut être des données de sondage. Ça va être le particulier. Et puis le général, eh bien, ce sont les lois, les théories, éventuellement les modèles théoriques, c'est-à-dire plus abstraits. Donc quand vous faites de l'induction, vous passez de la réalité, vous observez la réalité et vous essayez d'en induire une loi ou une théorie. Quand vous faites de l'induction, en fait, on dit que l'induction est générative. Vous générez une théorie ou un modèle ou une loi à partir de l'observation de la réalité, à partir du phénomène particulier. Quand vous faites de la déduction, vous faites quelque chose plutôt de vérificatoire. C'est-à-dire que vous confrontez une construction théorique à une réalité particulière. Vous voyez qu'en fait, on fait le cheminement inverse. Vous commencez... Alors, regardez le cercle le plus centré. Vous avez les indicateurs, ensuite vous élargissez, vous avez les composantes, les dimensions. Les indicateurs, en fait, c'est ce qu'il y a de plus concret. C'est ce qu'il y a de plus observable, le plus mesurable dans la réalité. C'est ce que vous allez regarder. Ça peut être vos données statistiques, ça peut être plein de choses. Alors, c'est peut-être pas juste les données pures et dures, mais ça, on va y revenir. Mais imaginez ça, en tout cas, pour l'instant, comme les données. Mais vous allez observer la réalité et vous voyez que dans la méthode hypothético-inductive, eh bien, vous commencez par la réalité et progressivement, vous allez vers les hypothèses, les modèles, les théories, ça part vers l'abstrait. La différence avec l'hypothético-déductif, c'est que vous proposez un modèle, vous proposez une ou des hypothèses et en fait, vous les vérifiez dans la réalité. Donc le cheminement est juste inversé, d'accord? Et c'est ce qu'on va faire durant ce semestre-là, c'est regarder plutôt la méthode déductive. On va y revenir. Petite précision pour que tout cela soit un peu plus clair avec deux exemples simplifiés. Lorsque l'on fait une démarche inductive, on n'a pas forcément une idée de ce que veut dire la réalité ou ce que sont les faits concrets. Ici, nous avons parlé des faits particuliers en prenant les exemples de données déjà situées, c'est-à-dire que l'on a une idée plutôt précise de quoi on parle, mais ce n'est pas toujours le cas. Il arrive souvent que le phénomène que l'on souhaite observer soit très complexe, donc difficilement mesurable, et que l'on ait une idée trop vague de ce qui est à observer. C'est donc durant l'observation ou durant la collecte des données que vous serez en mesure de proposer une manière de conceptualiser les faits observables. La méthode inductive propose donc une explication à partir des faits. Elle vise avant tout à tenter de donner un sens aux observations brutes. Par exemple, Newton a observé la chute d'une pomme et en a induit la théorie de la gravitation universelle. Cependant, Newton ne savait pas a priori quel était le phénomène qu'il était en train d'observer. Est-ce que c'était de la magie, une intervention divine ou un fait physique naturel? En partant de l'observation de faits, c'est-à-dire la chute des pommes, Newton en a induit une loi générale, une théorie. A l'inverse, la méthode déductive propose une explication de type causal, c'est-à-dire que cette dernière vise à vérifier le modèle théorique en le soumettant à l'expérimentation. Reprenons l'exemple de la gravitation, mais avec cette fois-ci le modèle d'Einstein, la théorie de la relativité générale. Le modèle de Newton était si englobant et si solide que l'on peut parler de paradigme scientifique.
Néanmoins, il a été remarqué que la planète de notre système solaire, Mercure, suivait une trajectoire bien particulière qui ne pouvait pas rentrer dans la théorie de la gravitation universelle. Il y avait donc là une anomalie que le modèle de Newton ne pouvait pas expliquer. En partant d'une base scientifique établie, Einstein a proposé une nouvelle théorie pour pouvoir élargir celle de Newton et comprendre, c'est-à-dire inclure, les mouvements de Mercure. Einstein a ensuite soumis son modèle de la relativité générale à l'expérimentation. La trajectoire de Mercure dans la réalité était exactement la même que celle qu'Einstein avait pu prédire théoriquement. Les prédictions théoriques étaient donc égales aux valeurs expérimentales. Ces exemples démontrent bien les intuitions derrière l'induction et la déduction. En observant un phénomène, Newton en a induit sa théorie de la gravitation universelle. En soumettant son modèle théorique à l'expérimentation, Einstein en a déduit la relativité générale. Donc la méthode hypothético-inductive, ça veut dire la construction part de l'observation, l'indicateur est de nature empirique. À partir de lui, on construit de nouveaux concepts, de nouvelles hypothèses, et par là le modèle que l'on soumettra à l'épreuve des faits. Elle consiste aussi à aborder concrètement le sujet et à laisser les faits suggérer les variables importantes, les lois et éventuellement les théories unificatrices. A l'inverse, vous avez le modèle hypothético-déductif. Souvenez-vous, on déduit quelque chose, c'est-à-dire qu'on vérifie notre hypothèse, notre modèle dans la réalité. La construction part d'un postulat, votre hypothèse, votre concept, votre théorie, ou un concept postulé comme modèle d'interprétation du phénomène étudié. Ce modèle génère par un travail logique des hypothèses, des concepts, des indicateurs auxquels il faudra chercher des correspondants dans les faits. Vous allez me poser une hypothèse. L'hypothèse, c'est la réponse provisoire à votre question de recherche, et vous allez en fait vérifier cette hypothèse dans la réalité. Vous allez la tester dans la réalité, et vous allez regarder les données et tenter d'y confronter votre hypothèse pour voir si votre hypothèse peut être confirmée ou non. On ne va pas revenir sur ce tableau-là, c'est juste en termes de petite précision entre le déductif et l'inductif quand on fait une problématisation. Il y a effectivement un choix qui a été fait dans ce séminaire-là. Il y a une préférence qui a été donnée vers la méthode hypothético-déductive, c'est-à-dire vous permettre de formuler une hypothèse et aller la vérifier dans la réalité. C'est un choix qui a été fait surtout pour des raisons d'organisation, des raisons plutôt pratiques. Il n'y a pas vraiment de meilleure manière de faire la science. En tout cas, à ce niveau-là, on peut peut-être débattre, mais ça ira plutôt dans un débat en ce qui concerne la philosophie des sciences. L'idée, c'était de vous donner les clés pour la démarche hypothético-déductive. Après, par la suite, vous verrez qu'il y a d'autres manières de faire de la méthode scientifique. Il n'y a pas forcément une manière meilleure qu'une autre, sauf si, évidemment, elle ne respecte pas les critères scientifiques généraux. Mais soyez conscients qu'il y a d'autres manières de faire de la science, de faire de la recherche que la méthode hypothético-déductive. Vous n'êtes pas forcément obligé de poser une hypothèse et de la vérifier dans la réalité. Dans d'autres démarches, d'autres types de recherche plus exploratoires, vous pourriez typiquement poser, on va dire, une sorte de problème de recherche, une sorte de hypothèse générale de recherche, plutôt qu'une hypothèse claire et nette, comme vous allez le faire dans ce séminaire. Donc voilà, faites juste attention à ça. Petit exemple pour l'inductif et le déductif, encore la différence, ça c'est une slide que j'ai piquée à Sandro Loy, qui est un autre assistant dans le séminaire aussi. Je la trouvais très bien, donc je l'ai piquée, il faudrait que je le dise quand même. Mais c'est juste pour vous donner un exemple entre induction et déduction par rapport aux questions qu'on va poser. Typiquement à gauche, vous avez une approche plutôt inductive, parce qu'elle va nécessiter en fait une activité longtemps sur le terrain, en immersion, dans la réalité, et identifier des mécanismes généralisables. C'est-à-dire que dans cette démarche-là, on va regarder ce qui se passe dans la réalité et on va en induire une loi ou des concepts ou des mécanismes généralisables. Typiquement, la question c'est quelle est la nature du rapport de la police avec les jeunes issus de l'immigration des quartiers populaires en France. Quand on dit quelle est la nature du rapport, vous voyez bien qu'on se pose la question déjà de savoir, on ne sait pas vraiment ce qu'on va observer. On ne sait pas si on va vérifier quelque chose de mesurable. Alors pas forcément quantitativement, qualitativement, ça c'est quelque chose sur lequel on peut discuter, mais on ne sait pas la nature en fait. Et là, ce type de question en fait vous invite à aller dans la réalité et ensuite observer et en induire des lois ou des mécanismes pour essayer de déterminer ce qu'on entend par la nature du rapport entre la police. On n'a aucune idée en fait. Donc le but c'est d'aller directement dans la réalité et puis d'en induire des lois et une théorie, des concepts, des mécanismes.
Par contre, là, vous avez à droite une approche plutôt déductive, où on va poser des questions de type « La police pratique-t-elle plus de contrôle d'identité sur les minorités raciales que sur le reste de la population ?» Alors, effectivement, c'est mesurable quantitativement, mais là, effectivement, on sait de quoi on parle. On ne parle pas de la nature, on ne se pose pas la question de la nature, sur la nature du rapport entre. Non, là, on dit clairement, on parle du nombre de contrôles d'identité. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est regarder dans la théorie, qui est déjà existante, et essayer de vérifier, de proposer une hypothèse, et ensuite d'aller vérifier dans la réalité. Hein, on a déjà une idée des données ou de ce qu'on va observer par la suite. Vous avez une autre question. Ouais. Les formations antidiscrimination ont-elles un effet sur le nombre d'abus commis par la police? Là aussi, on a une formulation plutôt déductive. On va pouvoir poser une hypothèse et la vérifier dans la réalité. On ne pose pas la question de savoir quelle est la nature du rapport entre... on ne part pas de zéro, en fait. Dans la démarche plutôt inductive, on va effectivement faire beaucoup plus d'exploratoire en disant, bon, ce n'est pas véritablement la nature du rapport entre la police et les jeunes. Donc on va aller directement sur le terrain pour essayer de le comprendre. Alors la problématique, définition générale, définition spécifique, je pense que vous avez plus ou moins compris, je ne vais peut-être pas relire les définitions en tant que telles, vous aurez tout ça sur les slides. Celle qui est intéressante, voilà, la deuxième est plutôt intéressante. La problématique constitue un texte argumentatif présentant le thème de la recherche, un problème spécifique se rattachant à une question générale et les informations nécessaires pour soutenir l'argumentation servant à justifier la recherche elle-même. Ça, je vous en ai fait le tableau juste avant. Vous avez un résumé de ce que je viens d'expliquer durant la première heure et jusqu'ici. Définition un peu plus spécifique, la problématique doit démontrer par une argumentation serrée qu'il est utile et nécessaire pour l'avancement des connaissances sur un phénomène particulier, la pertinence scientifique d'explorer empiriquement une question de recherche ou de vérifier une idée spécifique, des hypothèses, découlant d'un raisonnement basé sur des informations issues des écrits scientifiques. J'ai plus de voix, est-ce qu'il y a un point dans cette phrase? Je crois pas. Plus de souffle, plutôt. Ensuite, alors, petit rapport entre la problématique et la revue de la littérature. Je vous ai souvent parlé de la revue de la littérature, parlé de la problématique. Sachez une chose, c'est que très souvent, ces deux éléments-là peuvent fusionner. Ça peut être la même chose. Vous pourriez avoir un chapitre dans votre travail de recherche que vous appelez problématique, et à l'intérieur de cette même problématique, vous avez la revue de littérature. Certaines personnes font une structure un petit peu différente, ou éventuellement ils isolent les deux, ils les séparent. Ça va beaucoup dépendre de votre manière de rédiger, ou voilà, votre volonté, on va dire, en termes de structure. Mais en règle générale, vous avez dans la problématique, en fait, les problèmes empiriques, je vous en ai parlé, les problèmes thématiques, qu'est-ce qui se passe dans la réalité, au niveau de votre thème, le glissement vers l'extrême droite par exemple, donc vous allez revenir sur les problèmes thématiques, ça va être une partie de revue de littérature, ou alors vous allez, vous allez aussi parler des problèmes théoriques, ça va être aussi de la littérature, tout va dépendre de comment vous allez, on va dire, écrire en fait votre sujet, décider de la forme que vous allez lui donner. En tout cas en ce qui concerne cette question-là, c'est-à-dire différence entre la problématique et la revue de littérature, ça peut souvent être la même chose. Vous pouvez éventuellement séparer si vous voulez spécifiquement faire une partie ou une sous-partie qui serait spécialisée ou qui se focaliserait uniquement sur la théorie plutôt que de mélanger les deux. Ben voilà, ça c'est une question plutôt personnelle. Normalement, les problèmes que vous posez de manière empirique et théorique, ça vous amène à formuler votre question de recherche. Là, j'ai parlé exactement la même chose qu'avant dans le schéma. Vous avez en gros la problématique, c'est les problèmes empiriques, thématiques, liés au phénomène observé, plus les problèmes théoriques liés à la compréhension du sujet. Ça vous donne normalement la possibilité de faire une très bonne question de recherche. En termes de rédaction, là aussi, il est parfois préférable de placer la question de recherche au début de votre problématique. Des fois, ça vous semble plus logique de le mettre à la fin, puisque toute la discussion, tout le débat que vous faites dans la problématique, normalement, vous amène à la question de recherche. Mais voilà, ça peut être aussi une question d'habitude personnelle, mais c'est vrai que c'est mieux de la mettre quand même le plus possible au début. À la limite, vous y revenez plus tard, vous revenez au débat un peu plus tard, mais essayez de la mettre relativement tôt dans votre problématique, c'est-à-dire dans le travail de recherche, de sorte à ce que vos lecteurs et lectrices puissent savoir très rapidement de quoi il est question et vers quoi vous souhaitez aller. Alors là, vous avez un schéma, je ne sais pas si vous voyez bien parce que ce n'est pas hyper bien scanné, mais vous voyez ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est-à-dire, premièrement, vous allez choisir un thème de recherche
Ça peut venir de l'expérience personnelle, ça peut aussi venir, on a vu d'autres arguments, de votre intérêt personnel, ça peut venir d'un intérêt stratégique. Voilà, ça, vous êtes libre de choisir véritablement le sujet de recherche. Vous allez ensuite formuler une question générale de recherche. Souvenez-vous, la question générale, c'est ce que j'entendais par la question de départ. Vous allez collecter, structurer, analyser et critiquer les informations pertinentes. Ça, c'est la revue de littérature, d'accord, hein, vous voyez qu'il y a une flèche qui est donnée sur la droite, qui parle des écrits scientifiques, des théories, des modèles, des concepts, etc. Normalement, c'est ça que vous allez faire, c'est ce tri, cette structuration des informations pour pouvoir parler au mieux de votre phénomène, au mieux de votre problème. Du coup, délimitation d'un problème spécifique de recherche, formulation d'une question de recherche spécifique, ou spécifique de recherche. Ça, c'est ce vers quoi vous devriez aller quand vous rédigez une problématique, c'est le dernier carré. Comme je l'ai expliqué auparavant, vous aurez... alors ça, c'est première partie. En fait, tous ces encadrés-là, ça compose plus ou moins la problématique. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était moi. Et je crois que j'écoute pas la même chose en fait. Tous ces encadrés-là, ce sera votre problématique, d'accord? Vous aurez ensuite les chapitres suivants qui contiendront notamment l'hypothèse. Ce sera un chapitre, ce sera le cadre théorique. Vous aurez ensuite la stratégie de recherche, ça va être votre dessin de recherche, c'est-à-dire où est-ce que vous allez trouver les informations, comment est-ce que vous allez les collecter, comment est-ce que vous allez les traiter. Et puis évidemment, collecte de données, c'est le fait de prendre des informations, de prendre des observations et les données. Et puis analyser et interprétation. Ça, c'est des choses que vous allez faire dans notre travail de recherche général. Nous, dans notre travail de recherche, on va s'arrêter à la stratégie de recherche. C'est-à-dire que vous allez faire vous allez faire la problématique, le cadre théorique, c'est-à-dire qui contient d'ailleurs l'hypothèse, et ensuite la stratégie de recherche, qui est aussi appelée le dessin de recherche. Vous allez imaginer comment vous allez collecter vos données, où vous allez les trouver. En fait, vous imaginez en tant que chercheur, et puis vous dites comment vous pourriez faire, d'accord ? Sauf que vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas aller sur le terrain pour, je sais pas moi, faire des entretiens. Vous n'allez pas prendre des données, télécharger des bases de données statistiques pour pouvoir les utiliser. Non, vous ne faites pas ça, d'accord ? Vous n'allez pas sur le terrain. Par contre, vous me dites comment vous allez faire dans ce travail. Comment vous pensez faire ? Vous pourriez imaginer faire un sondage, l'envoyer à, tant de personnes et dire voilà comment j'aimerais faire ma recherche. J'essaie de comprendre, l'avis des gens à Genève sur l'immigration. J'imagine que je vais faire un sondage, je vais poser peut-être ces questions-là, je vais l'envoyer à 1000 personnes. Voilà comment je pense faire ma recherche. En gros, faites-moi rêver. Ensuite, maintenant, question de recherche. Comment formuler une bonne question de recherche ? Jusqu'ici, on a été en mesure de discuter des problèmes associés à votre recherche, votre phénomène. Maintenant, il va falloir poser une vraie question de recherche. Parce qu'avant, vous avez posé une question de départ, une question générale, un peu naïve. Maintenant, il s'agit de poser la question de recherche qui va être le fil conducteur de votre recherche. Il y a d'autres fonctions aussi associées à cette question de recherche. C'est d'une part clarifier les idées du chercheur, donc clarifier vos idées. Ça peut arriver qu'à force de lire beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses, on se perde un petit peu, on commence à perdre un peu le fil, à s'embrouiller, à couler un petit peu dans toutes les informations qu'on a obtenues. N'hésitez pas à vous référer ou à revenir systématiquement sur votre question de recherche qui va être très utile pour vous permettre de garder le cap. Ça m'arrive à moi, ça arrive à beaucoup d'étudiants, à beaucoup même de profs qui tout d'un coup se perdent un peu, partent en live, vont dans une autre direction et tout d'un coup se disent non, attends, quelle est ma question de recherche ? À quoi je dois répondre ? D'accord ? Ensuite, structuration de vos pensées. Bah oui, parce que quand vous faites une question de recherche, eh bien, vous allez devoir être précis. C'est une question, c'est une phrase qui va généralement être assez courte, pas plus de 2 lignes, on va dire 2 lignes et éventuellement un peu plus loin, mais vraiment ça doit être assez concis. Donc chaque terme que vous allez mettre dans votre question de recherche vont devoir être précis, vous devez les comprendre et surtout, moi quand je lis votre travail de recherche, je dois savoir de quoi vous parlez. Pourquoi ? Parce que vous devriez normalement déjà l'avoir expliqué, ou vous devriez l'avoir dit ou présenté dans votre problématique. Je ne peux pas lire une question de recherche après avoir lu votre problématique et pas la comprendre. Je peux pas en fait voir, ce serait difficile pour moi de ne pas voir où vous devez aller ou où vous souhaitez aller. D'accord ? Pour vous, ça doit être très clair évidemment parce que vous avez des termes que vous devez avoir bien compris pour pouvoir les poser en tant qu'idée de recherche. Et puis aussi, c'est une manière de délimiter l'étendue de votre recherche. Ça me permet de savoir la question que vous voulez poser, mais aussi, d'une certaine manière, pas plus.
D'accord? Vous ne pouvez pas poser une question trop ouverte qui pourrait mobiliser plus de recherche ou qui pourrait me faire aller un peu trop loin. Voilà, le but, c'est aussi de délimiter. Alors, ça peut être une délimitation au niveau spatial, au niveau historique. Ça, après, c'est à voir. Mais voilà, ça peut aussi avoir cette fonction-là, pour moi, quand je lis votre travail, mais aussi pour vous, vous dire, pareil, que la clarification de vos idées, c'est aussi dire, ah non, mais bon, ma question de recherche, c'est ça, je ne vais pas aller plus loin. Parce que ça peut arriver, si vous lisez des articles scientifiques, tout d'un coup, vous dites, ah, mais ça, c'est intéressant aussi, peut-être je pourrais en parler. Revenez sur votre question de recherche, vérifiez bien si ce que vous pourriez apporter répond effectivement à votre question de recherche. Le but, c'est de rester concis, c'est de rester quand même relativement carré. Alors, vous avez 3 grands critères de qualité d'une question de recherche, d'une bonne question de recherche. La première, c'est la clarté. Une question de recherche doit être claire. Deuxième, faisabilité. Elle doit être faisable. Et troisième, pertinence. La clarté, j'en ai déjà un petit peu parlé. Votre question, elle doit être précise. Elle doit être suffisamment claire. Elle ne doit pas être longue, déjà. Je dis environ 2 lignes maximum. Et puis, elle doit être concise. Donc, voilà. Mais je dois savoir de quoi vous me parlez. Vous devez savoir de quoi vous parlez. Ça peut arriver que j'ai des questions de recherche, en fait, où on me dit « Ah, mais je veux mesurer l'impact de ça. » Et je me pose la question en lisant la question de recherche, je me dis « Mais c'est quoi l'impact? Qu'est-ce qu'il ou elle entend par l'impact ?» Donc ça, ce n'est pas des questions que je dois me poser normalement. On a un gros nuage qui vient d'arriver ou c'est la fin du monde? Faisabilité. Quand vous posez une question de recherche, il faut évidemment que cette question elle soit réalisable. Ça veut dire, par exemple, selon les ressources que vous avez, les ressources disponibles, ça veut aussi dire en termes de savoir-faire. Si vous me posez une question de recherche et vous me dites, en gros, je comprends que vous voulez aller faire un truc qui dépasse un peu votre savoir-faire, je vais vous dire non, là, c'est pas faisable, c'est pas réalisable, ça va être difficile à faire. En fonction des ressources disponibles, ça peut être aussi de temps. Peut-être que votre recherche va prendre trop de temps à faire, ça demanderait trop de savoir-faire. Ça demanderait éventuellement aussi de l'argent. C'est des questions qui rentrent en ligne de compte quand on fait de la recherche. Savoir si votre recherche ne va pas coûter trop cher. Admettons que votre recherche se fasse sur, je sais pas moi, sur la qualité des hôtels 5 étoiles. Peut-être que le département va être un peu réticent à l'idée de vous financer la recherche, d'accord? Bon, c'est pas juste ça. C'est aussi des fois, vous avez des recherches qui demandent beaucoup d'argent parce que si vous devez aller faire des entretiens sur le terrain dans différents pays, ça peut effectivement coûter de l'argent, ça peut prendre du temps, donc soyez conscient de tout ça. Et puis, la pertinence. Alors, la pertinence, ça veut tout simplement dire que dans une question de recherche, on doit comprendre assez rapidement ce que vous souhaitez expliquer. Il y a cette notion d'explication, vous souhaitez comprendre des phénomènes, vous ne souhaitez pas seulement les décrire. À partir du moment où votre question, en fait, tire vers le descriptif, on va avoir, ce n'est pas un problème en soi au niveau scientifique, mais pour nous, et surtout quand vous faites une recherche dans la démarche hypothético-déductive, le but c'est d'expliquer. D'accord? C'est expliquer une chose par une autre, ou expliquer plutôt de manière générale. C'est pas juste de décrire. D'accord? Si vous dites, est-ce que les blagues... non. Est-ce que les blagues de votre assistant sont nulles? Vous dites 0, donc elles sont nulles. Super, c'est une recherche scientifique. Mais ça ne m'explique pas grand-chose. Vous avez juste voté sur la qualité, la mauvaise qualité de mes blagues. Ça, c'est de la description. Ça ne me dit pas pourquoi j'ai des blagues mauvaises. Peut-être que quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui fait que je fais des mauvaises blagues. Ça, j'en sais rien. Mais vous expliquez pas, en fait. Vous décrivez juste. Et ça, vous devez éviter, en règle générale, dans la démarche hypothético-déductive, ou en tout cas, lorsque vous faites une question de recherche. Vous devez éviter aussi de partir dans des propos moralisateurs ou normatifs. Vous devez éviter de dire comment les choses... En fait, de tenter de dire comment les choses devraient être. Non, vous devez dire comment elles sont. Vous devez expliquer quelque chose, vous ne devez pas juste dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est meilleur. Vous ne devez pas être moralisateur, vous ne devez pas être normatif. Ça, ce qui concerne le normatif, en tout cas dans la démarche et la recherche expérimentale, vous ne faites pas de normatif. D'accord? Vous vérifiez dans la réalité les choses. Vous n'allez pas commencer à débattre sur, je ne sais pas moi, la justice ou ce genre de choses-là. Ce sera plutôt... si vous faites de la théorie politique, par exemple. Et évidemment, vous devez travailler sur quelque chose qui existe. Hein. Votre travail doit porter sur quelque chose qui existe. Si vous me posez la question « Est-ce que Dieu existe ?» par exemple, je vais vous dire que votre question de recherche, elle manque de pertinence parce que ce n'est pas vraiment vérifiable. D'accord? Vous ne pouvez pas aller vérifier dans la réalité si Dieu existe ou non. D'accord? Donc, vous allez vous poser ces questions-là. Je vais aller un petit peu vite parce que ça, c'est des choses que vous allez relire. Mais typiquement,
quand vous soumettez votre question de recherche, vous vous demandez si elle respecte le critère de clarté, c'est-à-dire si elle est concise ou non, si elle est précise ou non, s'il n'y a pas d'interprétation qui pourrait être qui pourrait prêter à confusion. Est-ce que votre question de recherche est faisable? Est-ce que vous avez suffisamment de temps, d'argent, de savoir-faire pour la faire? Et évidemment, est-ce que votre question de recherche est pertinente? C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne relève pas de jugement de valeur sans fondement solide? Est-ce qu'elle induit une démonstration de préjugés? Alors ça, on veut éviter, par exemple. Et aussi, est-ce que la question de recherche porte sur des éléments qui existent? Évidemment que oui, il faut que vous ayez une question de recherche. En tout cas, dans tout ce qui est de démarche expérimentale, il faut que ça porte sur quelque chose qui existe et que vous pourriez pouvoir vérifier dans la réalité. Si une de ces questions ou si un des critères ne semble pas totalement rempli pour vous, et dans ce cas, ça veut dire que vous allez devoir reformuler votre votre question de recherche jusqu'à ce qu'elle remplisse suffisamment bien les critères. Des exemples de bonnes questions de recherche. Comment les modes d'établissement des réfugiés influent-ils sur le risque de conflit lié aux réfugiés? C'est une bonne question de recherche. Les termes sont plutôt clairs, elle est concise, je sais de quoi ça parle. Et ça a l'air d'être sur quelque chose qui effectivement existe et qui peut être vérifiable dans la réalité. Deuxième question, quelles sont les causes de la croissance des emplois dans le secteur hôtelier islandais depuis les années 2000? Là, vous voyez qu'en plus, je sais qu'on parle d'un secteur en Islande depuis les années 2000. Là, je suis clair, je sais où on va, je sais que ça porte sur quelque chose de réel. C'est des bonnes questions. Vous avez ensuite l'euroscepticisme suisse. Est-il lié à la démocratie directe? Alors ça, c'est une bonne question. Ça peut être discutable, surtout si c'est une question de recherche pour laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non. L'euroscepticisme suisse est-il lié à la démocratie directe? Effectivement, on peut répondre par oui ou par non. Mais le problème d'une question qui peut être répondue par oui ou par non, c'est qu'elle peut parfois limiter la discussion et tirer vers une recherche trop descriptive dans ce cas. Là, par contre, ce n'est pas le cas parce que vous avez une question qui met en exergue un concept particulier, l'euroscepticisme. Donc on sait que la discussion va aller un petit peu plus loin que simplement donner une réponse très descriptive. Dans le doute, vous ajoutez par exemple comment. Des termes, vous ajoutez comment ou alors dans quelle mesure. Et là, si vous l'ajoutez à la troisième question, comment l'euroscepticisme suisse est-il lié à la démocratie directe? Ou dans quelle mesure l'euroscepticisme suisse est-il lié à la démocratie directe? Vous voyez que dans ce cas, on a de loin pas une question descriptive. Posez-vous la question en termes de X et Y. Comment X est-il influencé par Y? Ça, c'est des choses que vous pourriez éventuellement utiliser. Ça peut être une astuce pour vérifier si votre question de recherche est une bonne question.